Personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Le lendemain matin, mon père m'a envoyé un message pour me demander 8400 €. J'ai envoyé 1 euro. 3 semaines plus tard, il s'est présenté chez moi avec la police. Il y avait 2 agents sur la pelouse de mon jardin quand je me suis garé. Les gyrophares bleus balayaient les visages des voisins qui se tenaient sur le pas de leur porte. La voiture de mon mari, Julien, était garée en biais dans l'allée, comme s'il s'était arrêté à la hâte. Et là, debout sur l'herbe que j'avais tondue 2 samedis plus tôt, gesticulant des 2 mains devant l'âge Morel comme un homme expliquant une immense injustice, se trouvait mon père, Édouard Laurent, 61 ans, ancien proviseur de lycée, l'homme le plus respecté de tout le département. Selon Édouard Laurent, il m'a regardé sortir de la voiture. Il a affiché ce petit sourire en coin. J'avais vu ce sourire toute ma vie, et j'avais enfin, à 38 ans, appris à lire exactement ce qu'il signifiait. Je te tiens. L'âge Morel s'est avancé vers moi avec la posture prudente d'un homme qui a déjà entendu une version de l'histoire et qui ne sait pas trop quoi en faire. Madame, votre père affirme que vous avez effectué un virement depuis son compte sans son autorisation. Nous sommes face à un potentiel délit pénal. Un délit pénal. Mon habilitation secret défense, mes 14 années de service, mon grade de capitaine de frégate, chaque briefing classifié, chaque opération, tout ce que j'avais construit à partir de rien pendant que mon père disait à ses amis que sa fille jouait aux petits soldats. Tout cela ne tenait plus qu'à un fil. J'ai pris une grande inspiration. Le genre d'inspiration que nous pratiquons, celle conçue pour faire baisser le rythme cardiaque dans des situations où une accélération de ce rythme vous ferait tuer. Agent, ai-je dit, votre caméra piéton est-elle allumée? Oui, madame. Bien. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai tenu mon téléphone directement devant l'objectif. Montrez-moi le vol. Je suis dans la Marine nationale française depuis 14 ans. Je suis capitaine de frégate dans les commandos marines, l'une des rares femmes à avoir atteint ce poste. Un fait que les journaux trouvent parfois intéressant et que je ne trouve ni intéressant ni digne d'être discuté. Ce que je trouve digne d'être discuté, c'est le travail, l'entraînement, les mises à l'éo à 4 heures du matin en plein mois de janvier, les années passées à prouver encore et encore, dans des pièces remplies de gens qui étaient certains que je n'y arriverais pas, que je n'étais capable. Mon père n'est jamais venu à une seule cérémonie de remise de galons. Non pas parce qu'il n'était pas fier. Il vous aurait dit, si vous lui aviez demandé, qu'il était très fier. Que sa fille, l'officier de la marine, était un immense motif de fierté pour la famille. Il le disait à l'église, lors de dîner, à sa fête de départ à la retraite il y a 2 ans, où il a prononcé un discours sur les valeurs familiales et les enfants forts. Il le disait à des salles entières. Il ne me l'a jamais dit à moi. J'ai rencontré Julien Martin lors d'une conférence à Brest il y a 7 ans. Il était ingénieur civil dans l'aéronautique navale, le genre d'homme calme et précis qui remarque des choses qui échappent aux autres et qui n'en dit pas grand-chose jusqu'au moment où ce qu'il a remarqué devient important. Il avait des yeux sombres et une poignée de main qui durait exactement le temps qu'il fallait. Et il m'a demandé, 3 minutes après le début de notre conversation, ce que je trouvais le plus difficile dans mon travail. Pas ce que je faisais, mais ce que je trouvais difficile. Personne ne demande jamais ça. Je lui ai dit la vérité, ce qui nous a surpris tous les deux. Nous nous sommes fiancés 11 mois plus tard. J'ai appelé mon père le soir où Julien m'a fait sa demande. J'étais assise sur la terrasse de notre maison de location à la Seine-sur-Mer, regardant le ciel devenir orange au-dessus de la rade de Toulon. Et je lui ai dit que nous avions fixé une date, que nous voulions que toute la famille soit là et que rien ne signifierait plus pour moi que de l'avoir à mes côtés pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Il a répondu qu'il devait vérifier son agenda. J'aurais dû tout comprendre à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai compris plus tard. De la façon dont on comprend les choses qui étaient évidentes depuis le début, d'un seul coup, avec le recul, avec cette douleur spécifique de quelqu'un qui a laissé l'espoir réfléchir à sa place. Ma famille se compose de 5 personnes. Mon père, Édouard. Ma mère, Rose, qui fait tout ce que Édouard décide et l'a toujours fait, ce qui n'est pas tant de la cruauté de sa part qu'une habitude de 40 ans qu'elle n'a jamais eu de raison de remettre en question. Mon frère Maxime, le plus jeune, le fils, celui qui a eu l'argent pour ses études de commerce et la voiture neuve à 18 ans, et le flux constant de soutien financier qui coulait du compte de mon père vers le train de vie de Maxime, comme une rivière trouvant son lit naturel vers le bas. Maxime et moi étions proches quand nous étions jeunes. Il avait un bon fond sous ses airs d'enfant gâté. Ce sentiment que tout lui était dû n'était pas de sa faute, ou pas entièrement.
il lui avait été inculqué par des parents qui croyaient que les garçons avaient besoin de choses différentes des filles, que les garçons étaient l'avenir de la famille, qu'une fille qui s'engageait dans l'armée était admirable, mais qu'un garçon qui suivait sa propre voie était un visionnaire. La voie de Maxime avait impliqué 3 entreprises en faillite, un divorce et une série d'urgences financières que mon père avait financées et pour lesquelles il m'appelait parfois quand ces urgences dépassaient ses capacités. J'avais contribué au fil des ans à la stabilité de la vie de Maxime sans qu'on m'ait jamais demandé si je le voulais. Les contributions étaient formulées comme des obligations familiales. Le remboursement n'a jamais été abordé car le remboursement n'était pas le but. Le but, c'était que j'étais celle sur qui on pouvait compter. Celle qui avait réussi. Celle qui était fiable. C'est un rôle qui ressemble à un compliment. Ça ne l'est pas. Les invitations ont été envoyées en janvier. Le mariage était le 14 mai, un samedi, cérémonie en fin d'après-midi, dîner et réception dans un domaine près de Toulon que la mère de Julien nous avait aidé à trouver. Et qui avait fait pleurer la mère de Julien la première fois qu'elle l'avait visité, ce qui m'avait confirmé que c'était le bon endroit. Nous avions réservé 3 rangées de chaises pour la famille, la mienne et la sienne. Des rubans blancs, des petits cartons imprimés, réservés, famille de la mariée. En mars, j'avais reçu les confirmations de toute la famille de Julien et de 2 cousines du côté de ma mère que je n'avais pas vues depuis 6 ans, mais qui avaient envoyé une carte cadeau et un mot disant « Nous sommes tellement désolés de ne pas pouvoir venir, mais nous t'aimons ». De ma famille proche, rien. J'ai appelé ma mère en avril. Elle a dit qu'il prévoyait de venir. Elle a dit que mon père avait eu des problèmes avec son genou et que la route depuis Lyon était longue. Elle a dit que Maxime et sa petite amie traversaient une mauvaise passe. J'ai dit, je comprends. S'il te plaît, tiens-moi juste au courant. Elle a répondu, bien sûr, ma chérie. Le matin du 14 mai, j'ai enfilé ma tenue de cérémonie de la marine, je me suis tenu devant le miroir de la suite nuptiale du domaine et j'ai appelé mon père. Il n'a pas répondu. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 4e sonnerie. La voix un peu trop prudente, un peu trop chaleureuse. La chaleur d'une femme qui gère une conversation qu'elle n'a pas envie d'avoir. Nous sommes tellement désolés, Élise. Le genou de ton père. Maman. Ma voix était posée. L'entraînement militaire sert aussi à ça. Est-ce que vous venez? Silence. Le silence spécifique qui contient une réponse que la personne ne veut pas prononcer à voix haute. Nous t'aimons, a-t-elle dit. J'ai dit merci. J'ai raccroché. Je me suis regardé dans le miroir pendant 30 secondes. En grand uniforme, chaque décoration à sa place exacte, les cheveux attachés comme je l'avais répété 6 fois la veille. Une femme qui avait mérité tout ce qu'elle portait et qui s'apprêtait à marcher vers l'hôtel toute seule. J'ai pris mon bouquet. Je suis sorti de la suite. J'ai descendu cette allée sous le regard de 142 personnes, avec 3 rangées vides sur ma gauche. J'ai tenu bon pendant la cérémonie. J'ai tenu bon pendant le dîner. J'ai dansé avec Julien, avec son père, avec ses 3 sœurs, avec sa mère qui a pris mon visage entre ses mains à la fin de la nuit et a dit « Tu es l'une des nôtres maintenant. Tu comprends? Tu es complètement l'une des nôtres. » J'ai tenu bon jusqu'aux toilettes de l'hôtel à minuit, avant de glisser le long du mur et de sangloter jusqu'à en perdre le souffle. Le message est arrivé à 8h14 le lendemain matin. J'étais encore à l'hôtel. Julien dormait. J'étais réveillé depuis 1 heure à fixer le plafond, repassant la journée de la veille dans mon esprit comme on débriefe une opération, cataloguant chaque décision, cherchant ce qui aurait pu être fait différemment. Mon téléphone était dans ma main. Je l'avais dans la main parce que je n'arrêtais pas de le vérifier, parce qu'une partie de moi, la partie de la petite fille de 7 ans, la partie qui croyait encore que mon père était l'homme qu'il prétendait être devant les autres, s'attendait toujours à des excuses. La notification a affiché son nom. Ma poitrine a eu un mouvement involontaire. La sensation physique spécifique de l'espoir qui surgit sans permission. J'ai ouvert le message. Élise, nous avons besoin de 8400 € pour la compte de la salle de ton frère. Ils ont des difficultés et la date limite est mardi. Tu as toujours été la plus responsable. Tiens-moi au courant. Pas de félicitations, aucune reconnaissance, pas un désolé, aucune explication, juste une facture. Le lendemain matin de mon mariage, pour la fête de son fils préféré. Julien a bougé à côté de moi. Il a lu par-dessus mon épaule. J'ai senti sa mâchoire se crisper. Pas de manière dramatique, pas avec colère.
La tension silencieuse d'un homme qui a atteint la fin d'une très longue limite. Efface-le, a-t-il dit. Ne rentre pas dans son jeu. J'ai pris le téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai sélectionné la fonction de virement, j'ai entré le numéro de compte de mon père, celui que j'avais mémorisé après des années à envoyer de l'argent que je ne comptais pas et que je n'exigeais jamais en retour. J'ai saisi le montant. 1 euro. Motif, bonne chance. J'ai validé, j'ai bloqué son numéro, j'ai posé le téléphone, j'ai pris mon café. C'était la première chose qui avait vraiment du goût depuis 2 jours. La paix a duré exactement 1 semaine. Je l'ai débloqué. Un vieux réflexe, plus ancien que je ne veux l'admettre. L'entraînement militaire prend le dessus sur beaucoup d'instincts. Il n'a jamais totalement pris le dessus sur l'instinct qui dit « Et s'il y avait une urgence ? Et s'il y avait un problème ?» Les messages sont arrivés comme un mur. 41 messages accumulés pendant cette semaine de silence, comme Léo derrière un barrage. Les 5 premiers étaient suppliants. Les 20 suivants étaient accusateurs. Les 16 derniers étaient d'une autre nature. Petite fille mesquine. Après tout ce que je t'ai donné, tu es une honte pour cette famille. Tu crois que ces médailles font de toi quelqu'un? Tu n'es rien sans nous. Tu as toujours été une moins que rien. Je les ai lus comme je lis des rapports des services de renseignement, sans broncher, en cataloguant. Puis j'ai fermé l'application et j'ai appelé mon commandant en second, la capitaine de vaisseau Sophie Dubois, 14 ans dans le renseignement naval, la personne de ma hiérarchie en qui j'avais le plus confiance pour me donner une évaluation sans aucun investissement personnel dans l'issue. Je lui ai parlé des messages. Je ne lui ai pas parlé du mariage. Je lui ai dit que j'avais un membre de ma famille dont les contacts s'intensifiaient et que je voulais qu'elle le sache au cas où cela deviendrait pertinent. Elle m'a remercié de l'avoir prévenu. Elle a dit, continuez à tout documenter. Prévenez-moi si quoi que ce soit change. Ça a changé 3 jours plus tard. L'appel est arrivé à 9h47 un mercredi. Commandant Dubois. Sa voix était sur un certain registre. J'ai reconnu le registre qu'elle utilisait quand quelque chose s'était passé et qu'elle gérait l'information avant de la livrer. Mon commandant, votre père était devant la porte Castigno ce matin. Il parlait avec le personnel de garde. Il posait des questions sur vos horaires, votre affectation de bâtiment, vos heures d'arrivée quotidiennes. L'emplacement d'un officier supérieur de la marine n'est pas une information publique. Il y a des gens dont le travail est de s'assurer que cela reste ainsi. Ce que mon père avait fait n'était pas un conflit familial. C'était une faille de sécurité. Je l'ai signalé officiellement l'après-midi même. Le capitaine de corvette Thomas Moreau, sécurité de la base, gendarmerie maritime de Toulon. 15 ans dans les forces de l'ordre militaire. Il a écouté le récit, examiné les messages que j'avais documentés et ouvert un rapport d'incide officiel. Il était méthodique, direct et totalement dépourvu de sentimentalisme, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Commandant Élise, a-t-il dit, utilisant mon grade de la manière précise qui signifie que le grade est le sujet central. Ceci est documenté comme une menace potentielle pour la sécurité d'un militaire. Je veux que vous compreniez que cela signifie qu'il ne s'agit plus d'une affaire personnelle. Je comprends. Avez-vous une adresse de résidence actuelle qui serait accessible à cet individu? Julien et moi avions une maison près de Toulon. Ce n'était pas un secret. Mon père y était venu une fois, il y a 4 ans. Une visite qui avait duré 40 minutes et avait consisté principalement pour Édouard à traverser chaque pièce en faisant des évaluations à voix haute. Oui, ai-je dit. Il y est déjà allé. Changez vos serrures si ce n'est pas déjà fait. Je vous recommande d'envisager un système de caméras de sécurité si vous n'en avez pas. Et je veux un contact quotidien avec moi jusqu'à ce que cette situation soit résolue. Ce soir-là, Julien a installé des caméras connectées à l'avant, à l'arrière et sur le portail latéral, pendant que j'étais assise à la table de la cuisine pour lire la lettre qui était arrivée cet après-midi-là. Livrée à la base, écrite à la main, adressée avec mon grade et mon nom, ce qui signifiait qu'il avait fait des recherches. Une écriture cursive penchée vers la gauche, l'écriture qu'il avait quand il était en colère. Tu mourras seul avec tes médailles. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai mise dans un sac Ziploc et je l'ai placée sous mon arme de service dans le tiroir du haut, puis j'ai appelé le commandant Dubois. Ensuite, j'ai appelé un avocat. Maître Marc Leroux exerçait en droit de la famille et en harcèlement à Toulon depuis 19 ans. Il avait traité 11 affaires impliquant des militaires et du harcèlement familial et avait, selon le site internet de son cabinet,
une spécialité particulière dans les cas où le harcèlement civil s'entrecroise avec les questions de sécurité militaire. Il a répondu à mon appel lui-même, ce qui m'a indiqué qu'il prenait au sérieux les recommandations du service juridique de l'armée. Je lui ai tout raconté chronologiquement, avec les dates, les montants et les documents que je conservais depuis la première vague de messages. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est une discipline que la plupart des gens n'ont pas et que les avocats développent après des années à comprendre que le client qui parle sans interruption vous dira des choses que le client à qui l'on pose constamment des questions ne dira jamais. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un instant. Commandant, vous avez plusieurs éléments qui jouent simultanément. Vous avez des preuves de harcèlement financier, le SMS demandant de l'argent le lendemain de votre mariage. Vous avez des preuves de menaces, la lettre. Vous avez des preuves d'infraction à la sécurité, la visite à la porte de la base. Ce ne sont pas les mêmes affaires juridiques, mais elles sont liées, et c'est ce lien qui rend une ordonnance de protection viable. Je veux cette ordonnance. Je vous enverrai un brouillon d'ici jeudi. Je veux aussi vous signaler quelque chose. L'incite de sécurité à la base pourrait déclencher l'implication de la justice militaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que l'appareil judiciaire militaire est de votre côté, mais c'est une autre partie prenante à la table. Je sais comment gérer plusieurs parties prenantes autour d'une table. Il a fait une pause. Je crois qu'il se demandait si c'était une blague. Ça ne l'était pas. Vous aurez le brouillon jeudi, a-t-il dit. Le mardi où c'est arrivé, j'étais dans une réunion d'information de haut niveau. Lumière tamisée, écrans allumés, le genre de salle où les téléphones sont censés être éteints. Le mien était sur silencieux, face contre table, à côté de mes notes. Il y a des situations où je dois être joignable, peu importe la pièce où je me trouve. Il a commencé à vibrer à 14h31 et ne s'est pas arrêté. Je l'ai pris sous la table. Julien. 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 Les messages de Julien, il a appelé les flics. Ils sont à la maison. Rentre maintenant. Je me suis excusé. La réunion était trop importante pour qu'on s'en excuse, et je l'ai fait quand même, parce que Julien n'avait jamais envoyé un seul message en majuscule en 7 ans, et que c'était plus important que la réunion. J'ai fait le trajet de 14 minutes entre la base et ma maison en 9. J'ai déjà décrit ce que j'ai trouvé en arrivant. Les gyrophares, les voisins, mon père sur ma pelouse, faisant son numéro devant l'âge Morel. Ce que je n'ai pas décrit, c'est ce que ça fait de sortir de cette voiture et de sentir 42 ans de mythologie familiale s'effondrer en une seule image, un homme qui n'avait jamais été là pour moi, debout dans mon jardin, essayant d'utiliser le système que j'avais servi pendant 14 ans pour me détruire. Morel s'était avancé vers moi avec les mots délit pénal à la bouche, j'avais pris une profonde inspiration et j'avais posé la question sur la caméra piéton. J'ai tenu mon téléphone directement devant l'objectif. L'application bancaire était ouverte. L'historique des transactions était visible. J'ai fait défiler jusqu'à la date concernée. 15 mai, lendemain de mon mariage. Destinataire, Édouard A. Laurent. Le compte se terminant par les 4 derniers chiffres que j'avais mémorisés après des années à envoyer de l'argent. Montant, 1 euro. Motif, bonne chance. Morel a regardé l'écran. C'était un homme prudent. La quarantaine. L'air de quelqu'un qui faisait ce métier depuis assez longtemps pour reconnaître quand on lui servait une histoire qui ne tenait pas debout. Il a regardé la date. Il a regardé le montant. Il a regardé le destinataire, qui correspondait au compte que mon père lui avait fourni comme étant la source du prétendu virement non autorisé. Il a regardé mon père. Le visage de mon père avait pris la couleur du vieux béton. Ce n'est pas un vol, ai-je dit. C'est 1 euro que j'ai envoyé sur le compte de mon propre père, avec son numéro de compte, depuis mon compte, avec mon autorisation. C'est la définition exacte de l'opposé du vol. J'ai fait une pause. Ce que c'est, en revanche, c'est du harcèlement, et je dépose plainte. La voix de l'âge Morel, lorsqu'il s'est tourné vers mon père, avait une toute autre tonalité que celle qu'il avait utilisée avec moi. Plus froide. La froideur spécifique d'un professionnel des forces de l'ordre qui vient de réaliser qu'il a été manipulé. Monsieur Laurent, vous avez déposé une fausse déclaration et gaspillé les ressources des forces de l'ordre. Il s'agit d'un litige civil et la plainte que vous avez formulée n'est pas étayée par les preuves que vous avez fournies. Le masque de mon père s'est fissuré par étapes. D'abord l'assurance, puis le sang-froid, puis quelque chose en dessous de tout ça.
Quelque chose de brut et de non identifié que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Et pourtant, je regardais son visage depuis 42 ans. Elle ment? A-t-il fait un pas en avant? Après tout ce que j'ai payé, tout ce que je lui ai donné, elle m'envoie 1 euro. Comme si je n'étais rien. Papa. Voix de commandement. Celle que nous développons au fil des années d'entraînement. Celle qui couvre le bruit d'un hélicoptère à 100 mètres. Arrête. Il s'est arrêté. Pas parce qu'il le voulait. Parce que la voix était la voix. Et on n'ignore pas cette voix quand elle vient du bon endroit. Sors de ma propriété. Les agents ont bougé. Un de chaque côté de mon père. Sans l'agripper, juste en étant présent, ce qui suffit souvent. Mon père s'est laissé raccompagner jusqu'à sa voiture. Au bord du trottoir, il s'est retourné, une main sur la portière, et m'a regardé avec l'expression particulière d'un homme qui a perdu une bataille qu'il était certain de gagner et qui n'a pas encore trouvé comment en rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu crois que ces médailles te rendent meilleur que moi? Je me tenais sur ma terrasse. Les voisins étaient toujours sur le pas de leur porte. Les gyrophares clignotaient toujours. Non, papa. Elle signifie juste que je les ai mérités. Il est monté dans la voiture. Pendant qu'il s'éloignait, je l'ai vu prendre son téléphone. Je suis rentré, je me suis assise à la table de la cuisine. Julien a fait du café. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques minutes, ce qui est l'une des choses que j'aime chez Julien. Il comprend la valeur d'un silence qui n'est pas vide. Puis j'ai appelé maître Marc Leroux et je lui ai dit de déposer la demande d'ordonnance de protection immédiatement. Ensuite, j'ai appelé le capitaine de corvette Moreau et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je ne lui avais pas parlé depuis le matin de mon mariage, quand elle m'avait dit qu'il m'aimait au lieu de me dire qu'il venait. Élise. Sa voix était prudente, elle essayait de gérer, déjà consciente qu'il s'était passé quelque chose. Maman, ai-je dit, papa vient de faire un faux signalement à la police chez moi, affirmant que j'avais commis un délit de vol. Il a conduit pendant 3 heures pour faire ça. Avant ça, il est venu sur ma base militaire et a posé des questions au personnel sur mes horaires et ma localisation. Silence. Il m'a envoyé une lettre de menace. Je l'ai dans un sac à preuves. J'ai fait une pause. Je dépose une demande d'ordonnance d'éloignement demain. Je veux que tu le saches avant que ça n'arrive. La voix de ma mère, quand elle a répondu, était très basse. Élise, il t'aime. Il a juste. Maman, je l'ai arrêté. Pas durement, mais prudemment. De la façon dont on arrête quelqu'un qui est sur le point de descendre du trottoir sans regarder. Je sais qu'il m'aime, à sa façon. Je ne conteste pas ça. Je te dis ce qu'il a fait, ce qui est différent de l'amour. Les deux peuvent être vrais en même temps. Un autre silence, plus long. Il était tellement blessé, a-t-elle dit, pour l'histoire de l'euro. J'ai réfléchi à ce que je pourrais répondre à ça. Toutes les réponses possibles. J'ai pensé aux 3 rangées de chaises vides avec des rubans blancs. Aux toilettes de l'hôtel à minuit. Au message à 8h14 le matin après le jour le plus important de ma vie, me demandant 8400 € pour la fête de mon frère. Au revoir, maman. Je t'aime, ai-je dit. J'ai raccroché. L'ordonnance de protection a été accordée un jeudi après-midi par la juge Béatrice Rousseau, du tribunal judiciaire de Toulon, qui a examiné les documents soumis par maître Leroux et a émis une ordonnance de protection de 2 ans exigeant que Édouard Laurent maintienne une distance minimale de 150 mètres de ma personne, de mon domicile et de mon lieu de travail. La fausse déclaration a entraîné une contravention formelle de la police nationale et une inscription dans leur système. Maître Leroux a soumis une copie du procès-verbal au tribunal comme preuve à l'appui pour l'ordonnance d'éloignement. L'Age Morel, qui avait rédigé son propre rapport d'intervention détaillé suite à notre rencontre, incluant un résumé des preuves bancaires montrées à la caméra et le comportement de mon père lorsqu'il y a été confronté, a été cité comme témoin à charge. Le rapport d'un site du capitaine de corvette Moreau concernant la faille de sécurité à la porte de la base a également été soumis. 19 pages. La mention que mon père avait posé des questions sur les déplacements et l'affectation d'un officier supérieur constituait, selon l'évaluation de Moreau, un dossier qui pourrait faire l'objet de poursuites pénales si le comportement persistait. L'avocat de mon père, un homme d'Aix-en-Provence nommé Guillaume Vernier, qui traitait des affaires familiales et n'avait probablement pas prévu d'être impliqué dans un dossier de faille de sécurité militaire,
a appelé Marc Leroux la semaine suivant l'émission de l'ordonnance et a demandé s'il y avait une possibilité d'arrangement. Marc m'a appelé. Il veut s'excuser, m'a dit Marc. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin de devant, redevenu normal. Pas de gyrophare, pas de voisins sur le pas de leur porte. Dites à son avocat que l'ordonnance de protection reste en vigueur pour toute sa durée, ai-je dit. Dites-lui que je lui souhaite le meilleur. Dites-lui que je ne suis pas intéressé par une conversation en ce moment. Marc a transmis le message. Maître Vernier n'a pas rappelé. J'ai appris 3 semaines plus tard par ma cousine Adrienne, l'une des deux qui avait envoyé la carte cadeau et le mot disant « Nous t'aimons », que le mariage de mon frère Maxime avait été annulé. L'acompte de la salle n'avait apparemment jamais été payé parce que les 8400 € que mon père m'avait demandé n'avaient pu être trouvés nulle part. Et la petite amie de Maxime avait décidé, dans les semaines qui ont suivi, qu'elle n'était pas prête à épouser un homme dont la famille était impliquée dans une affaire de harcèlement pénal visant un officier de l'armée. Adrienne m'a raconté ça au téléphone avec le ton légèrement coupable de quelqu'un qui sait qu'il livre une information qui va susciter des sentiments complexes chez son interlocuteur. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que la carte cadeau avait été dépensée en champagne à la réception et que Julien et moi avions porté un toast spécialement à elle et à son mari. Elle a ri. Le rire de quelqu'un qui avait besoin d'une permission pour trouver sa drôle et qui venait de la recevoir. « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Tout va bien », ai-je répondu. Et c'était vrai. C'était la réponse honnête. Non pas parce que tout était résolu. Certaines choses ne se résolvent jamais. Elles prennent simplement une forme autour de laquelle on apprend à vivre. Non pas parce que le chagrin avait disparu. Le chagrin d'avoir un père capable d'aimer mais incapable d'être un père est un type de chagrin très spécifique et tenace qui ne disparaît pas parce que vous avez gagné une action en justice. Mais j'allais bien. Julien et moi avons passé le long week-end de la Pentecôte à la maison. Pas de voyage, pas de célébration, pas de représentation théâtrale pour qui que ce soit. Nous avons commandé à manger le samedi soir, nous avons dîné sur la terrasse et nous avons regardé le ciel faire ce que le ciel fait à la fin du mois de mai, c'est à accent grave dire prendre des couleurs qui n'ont pas de nom. Dans la demi-heure avant la nuit, j'ai bu mon café. Julien a bu le sien. Les caméras connectées clignotaient doucement en vert au coin du jardin. Quelque part, mon père vivait sa vie, racontant sa version des faits aux gens de son église, à ses dîners, à n'importe quel rassemblement prévu à son agenda. Je ne savais pas quelle était sa version. Je n'en avais pas besoin. J'avais l'application bancaire. J'avais les images de la caméra piéton. J'avais l'ordonnance de protection. J'avais 19 pages de documents de sécurité militaire. Et j'avais ça, un jardin silencieux, un mari qui me demande ce que je trouve le plus difficile, un ciel qui prend des couleurs que je ne peux pas nommer. Mon père avait l'habitude de dire que les médailles ne comptaient pas. Que le service militaire ne faisait pas de vous quelqu'un. Que ce qui faisait une personne, c'était la famille. Il n'avait pas complètement tort sur cette dernière partie. Il avait juste une mauvaise idée de ce que signifie la famille.